qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, donc je vais juste renommer. Alors, Dr Horacio Arruda, qui est le sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, de qui relèvent plusieurs mandats en prévention, promotion, planification et protection en santé publique. Grand cuisinier et grand amoureux de la vie. Vincent Dumais, à ma gauche, directeur patient, co-directeur scientifique du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, patients, bénéficiaires, clients, etc. Marianne Fortier, bienvenue Marianne, responsable du Centre de promotion de la santé au CHU Sainte-Justine. Merci d'être là. Et Pierre Lavoie, qui est le cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, conférencier, athlète, et puis il fait des écoles extraordinaires avec mon ami Ricardo. Merci d'être là, Pierre. Alors, il y aura, les règles du jeu sont très simples, 5 minutes par intervenant pour énoncer sa position ou ses bonnes idées. Et ensuite de ça, il y aura une grande conversation suivie d'un court bilan de la journée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Hélène pour tout ce que tu fais. Alors, on va commencer dès maintenant. Docteur Arruda, c'est à vous, 5 minutes. Oui, écoutez, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Bon, merci de me dire que j'ai 5 minutes. Je vais regarder là. Parce que ça pourrait être plus long que ça. Mais essentiellement, je voulais vous dire que on est dans un positionnement évolutif par rapport à l'approche de promotion de la santé. Avec la Charte d'Ottawa, dans les années 86, on a commencé à mieux comprendre ce qui expliquait la santé, puis ce qui pouvait lui nuire aussi, à travers une démarche qui a évolué par rapport aux déterminants de la santé. Et là, moi, je tiens à vous dire qu'avec le travail qui a été fait, notamment, je vous dirais, là, avec le programme sur les saines habitudes de vie, là, ce qu'on appelait le plan antérieurement, on a commencé à travailler avec Québec en forme, puis avec différents acteurs, toute la notion des environnements favorables pour arrêter de remettre, avant, on dit aux gens de bien manger, de le savoir, la connaissance est assez. Mais là, vous le savez très bien, je n'ouvrirai pas un cours sur les déterminants de la santé, jusqu'à quel point les environnements, les milieux de vie, les inégalités de santé ont des impacts sur les faits comme tels. Actuellement, je pense que ce qui est très clair, puis vous m'avez vu porter pendant la pandémie les 17 objectifs du développement durable, où on retrouve là, à mon avis, plusieurs des objectifs qu'on devrait atteindre, si on veut, la santé pour tous comme telle. Ça va autant... on parlait d'alimentation, là, on parle de sécurité alimentaire. On n'aurait pas pensé, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on aurait autant de problèmes de sécurité alimentaire au Québec. On pensait que c'est seulement une problématique africaine ou ailleurs. L'égalité entre les hommes et les femmes, tous ces déterminants-là, les leviers ne sont pas dans le système de soins. Moi, je vais vous dire bien honnêtement, mes collègues actuellement avec lesquels j'interpelle de plus en plus pour être capable de changer quelque chose, ce n'est pas dans le système de soins. C'est le ministère de l'Environnement, le MAPAC, pour être capable d'agir en amont. Je ne veux pas dire qu'on n'intervient pas dans le soin, je ne veux pas dire que d'intervenir avec la clinique de Dr Saint-Pierre, ce n'est pas pertinent, mais il y a un travail immense qui doit se faire là-dessus. Et la réponse qu'on s'est donnée au Québec par rapport à ces objectifs, mais aussi à une nouvelle approche en promotion de la santé intersectorielle au niveau central, c'est une politique gouvernementale de prévention de la santé, mais qui doit descendre sur le terrain, là où l'action locale doit avoir lieu. Moi, on fait le bilan actuellement, on a fait le bilan de la première politique avec son plan d'action numéro 1, puis il y a vraiment des initiatives. Je suis en train de faire une tournée du Québec, là. Il y a des choses, comme vous disiez, Mme Laurando, qui sont exceptionnelles et qui ont lieu, mais qui ont besoin d'être diffusées, connus par nos décideurs aussi quelque part, parce qu'ils ne voient pas toujours l'effet multiplicateur du 2,4 qu'on va faire quand on met des argents supplémentaires. Parce que investir en prévention, entendez-moi bien, là, j'ai dit investir en prévention, c'est un investissement. Il y a un retour très, très important. Et plus on agit en amont, en réglant la question des inégalités de santé, en donnant aux gens un salaire adéquat, en réglant les problèmes de faim, en investissant dans l'éducation des gens, à mon avis, plus on a des effets sur toute une série de maladies, que ce soit des cancers, des problématiques associées aux maladies chroniques, etc., etc. On est en train, à mon avis, un peu de changer la norme sociale. Il faut être patient. Moi, je peux vous dire, quand je suis entré en santé publique, en 88, je pensais qu'en 90, j'allais avoir réglé tous les problèmes de la société. J'étais un peu naïf.
OK? Le registre de vaccination, ça m'a pris 22 ans avant de le faire, etc. Mais on le sent, le mouvement. Là. Je regarde, je suis avec Pierre depuis... c'est le fun, ça. Je suis avec Pierre depuis... Je suis avec Pierre depuis un petit bout, là, puis on regarde le changement là, de la norme sociale, des gens qui se mettent puis à bouger. On doit faire des interventions plus spécifiques pour nos gens les plus vulnérables, parce que c'est eux qui vont bénéficier de plus de nos interventions. Et je pense qu'il faut se donner une vision, un travail de société. Puis je vais terminer en disant aussi, il faut que la population revendique de la santé puis de la prévention. Parce que nos décideurs, ce qu'ils voient, puis je ne sais pas parce que c'est des mauvaises personnes, l'urgence, ça crie. Hein? On les a vus tantôt, les chiffres 189, 210, etc. Puis c'est ça qui fait la une des journaux tous les matins. La nature humaine n'est pas préventive, hein? On ne se projette pas souvent dans l'avenir, mais il faut le faire. Il faut le faire. Puis bien entendu, là, je tiens à vous dire aussi quelque part, tout ça repose sur la santé, mais aussi sur notre planète en santé. C'est ça aussi quelque part, parce que si on n'a pas une planète en santé, mais l'être humain ne pourra pas être en santé, les animaux non plus, les végétaux non plus, puis on va briser le beau cycle de la vie. Il me reste maintenant 17 minutes pour vous souhaiter à tous. Seconde, pour vous souhaiter à tous, l'acte manqué, Freud pourrait me dire des affaires, pour souhaiter une très bonne année 2023, et je nous souhaite à tous la paix sur la Terre en 2023. Il n'y a pas besoin de le fermer, vous en faites pas, ils s'en occupent. Vous étiez quand même obsédé par le mintage. J'ai vu ça. Je respecte jamais mon temps. C'est la première fois que je respecte mon temps. Il faut revenir plus souvent, alors. Il regardait Julie. Exactement. Pierre, tu regrettais de ne pas avoir mis des chaussures de sport aujourd'hui? Ouais. C'est bien ça, hein? Ouais. J'adore les tiennes. C'était pas la bonne marque. On va partager. C'est à toi. 5 minutes. Le look maire de Québec, ça? Mais non, c'est... Ils sont plus flamboyants. On va passer à autre chose. Pierre, c'est à toi. Merci. En plus, il y a des traces de sel sur ces chaussures. C'est-à-dire qu'il Oui, est même c'est l'hiver. Ça va mal. Travail très fort. Je cours pour vous. Là, vous prenez mon temps, là? Ah, merci. Technicien. Ben, d'abord, c'est un privilège de pouvoir parler à tous ces acteurs, parce que je pense qu'au total, c'est près de 800 personnes là, qui travaillent chacun dans leur coin à faire avancer la prévention, la santé durable. J'aime beaucoup le nom en passant, santé durable. En 2007, Claude Villeneuve, qui est responsable de la chaire en éco-conseil à l'Université de Chicoutimi, faisait venir pour donner les diplômes à ses étudiants qui allaient graduer à travers notre société, à influencer les villes, les organisations, à penser durable pour l'environnement. Donc, on voulait un environnement durable. Et je me rappelle, sur scène, j'avais dit à Claude, c'est Claude, on pourrait l'appliquer aussi à la santé et on pourrait faire de la santé durable. Il s'est arrêté, il m'avait écouté, il s'était raison. Donc aujourd'hui, je suis content qu'on reprenne ce terme que j'ai toujours cru, la pérennité de la santé d'un humain. Le problème, c'est qu'on a beaucoup augmenté l'espérance de vie des Québécois. C'était peut-être une erreur. On l'a augmenté dans les niveaux très élevés. On a maintenant les espérances de vie les plus élevées au monde. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il aurait fallu également augmenter l'espérance de vie, qualité de vie. Et ça, c'est là que ça blesse. Donc, les gens passent beaucoup de temps dans le système de santé, qui est extrêmement performant, qui les amène jusqu'à leur espérance de vie, qui maintenant est 84 ans pour la femme et 81 ans pour l'homme. Donc, pour moi, la prévention, ça commence d'abord par l'éducation. À l'époque, je me disais, je n'ai pas confiance aux adultes. C'est dur de changer. Changer des habitudes de vie, vous savez, c'est la chose la plus difficile au monde. Mais il faut travailler en amont à préparer les jeunes à savoir que quand tu bouges, c'est pour maintenir ton corps en santé. C'est pas comme ça qu'on les avait préparés. On préparait surtout les jeunes pour le sport et on se rendait compte que c'était beaucoup une organisation où on valorisait le sport d'élite, la performance, les Olympiques et tout ça. Quand on regardait les Américains, ils nous impressionnaient. Ils ont gagné 132 médailles à Rio puis 125 à Tokyo. Mais quand on tournait, on tassait le rideau puis on regardait derrière la scène, c'était une catastrophe nationale en santé publique. Comment le pays le plus médaillé au monde peut être en même temps la société la moins en forme au monde? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Le modèle du Québec doit dicter sur un modèle d'inclusion. Et que la santé, et quand tu bouges, quand tu t'alimentes bien, quand tu as un environnement sain et non toxique, tu peux évoluer et sans discrimination à préserver cette santé qui est si précieuse. Vous savez, votre corps, là, c'est votre véhicule d'expression. Il vous sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais vous devez vous en occuper. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas celle de l'État.
Et vu qu'on a préparé les gens à dire on a un système qui va toujours vous prendre en charge quand vous serez malade, les gens se sont désengagés envers leur santé. Il y a des exceptions, des maladies orphelines. Moi, je suis arrivé dans la santé, dans la prévention, par l'acidose lactique, la maladie de mes enfants. Moi, je suis un mécanicien en passant, automobile, c'est mon vrai métier. Et quand la maladie est arrivée dans ma cour, j'avais un outil dans mon coffre, j'étais performant. J'étais un athlète, je faisais des Ironman, je gagnais des courses à travers le monde. Et je me suis servi de mon vélo pour passer un message, pour dire dans ma région, j'ai besoin de vous pour mettre une pression, pour faire avancer, intéresser des chercheurs, ramasser des fonds puis avancer. On a réussi. Et rapidement, j'ai communiqué. Et je suis devenu porte-parole d'un organisme qui touchait toutes les maladies de ma région. Et là, j'avais réalisé que les maladies orphelines au Québec, il y en a 850, dans le monde, il y en a 7000, étaient orphelins de ce système de santé qui, lui, était organisé à guérir des gens qui avaient des maladies qu'on pouvait éviter par des comportements responsables. 80% des malades présentement dans les hôpitaux du Québec, c'est dû à des maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. Donc, il fallait travailler en amont. Et aller où? Dans les écoles. Maintenant, il me reste 1 minute 15, mais il y a des acteurs dans la société qui, selon moi, sont des éléments qui, maintenant, doivent être pris en considération. Arrêtons de dire que nos enseignants dans les écoles ne sont pas capables de faire la job tout seuls et ça prend tout un village pour réussir à faire bouger un jeune et qu'il soit actif pour la vie. Je crois beaucoup à ces pédagogues qui ont une formation universitaire, qui sont dans nos écoles primaires et secondaires, qui sont des enseignants en éducation physique, qui demandent depuis des années d'augmenter les heures d'éducation physique au secondaire. Quand on compare les jeunes en France, il y a un groupe des jeunes filles de 17 ans, hein, de primaire, secondaire, à ceux, on l'a vu, nos résultats, de 82 à 2017, nous, on a perdu considérablement une condition physique, mais chez les jeunes Français, ils ont la même condition physique que les jeunes Québécois en 1982. Pourquoi maintenant? Là-bas, ils ont 3 heures d'éducation physique par semaine obligatoire. Nous, on les coupe, on dit, il y a des gens qui vont rentrer dans les écoles pour faire bouger les jeunes. Souvent, derrière ça, c'est, oui, ça peut paraître très bien, mais il ne faut pas oublier qu'on perd 71% des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Le 30% qui poursuivra arrêtera de bouger après le secondaire 5. Il restera 15% seulement au cégep. Eh bien, il arrivera dans la société et on sera dans le trouble. Et vu qu'il me reste 1 seconde, les kinésiologues du Québec doivent être reconnus. On en a besoin dans les GMF. On en a besoin dans les pharmacies. On en a besoin partout. Ils sont formés à préparer les gens, à réhabiliter la santé des gens. Ils ne font pas du curatif. Ils font du préventif. Puis un jour, ça fait trop d'années qu'on ne les reconnaît pas, il faut les reconnaître. Merci, Pierre. Je pense que vous êtes parlé, hein, c'est ça, le kinésiologue? T'as aimé le Mexique? Martine, c'est à toi. Alors, merci de m'avoir invité. C'est un honneur de faire partie de ce panel. Je suis un petit peu intimidée, mais pas si pire. Je vais quand même prendre ma place. On m'a invité à venir parler d'un modèle qui fait ses preuves, qui fonctionne. Mais je vais peut-être vous dire un petit peu d'où je viens. Moi, je suis formée en pédagogie. Je suis un ancien prof du primaire dans une autre vie, avec une maîtrise aussi en éducation. Puis, je suis arrivée par la porte du VIH en santé publique en 88, donc en même temps que Dr Arruda. Et là, c'était tous les programmes d'éducation. Non, j'étais toute jeune universitaire, mais bon. Tout ça pour dire que j'ai été formée en santé publique. Par la suite, tous les cours en épidémiologie et tout, puis tout le dynamisme du VIH au départ, l'importance du communautaire, l'importance de tout un réseau pour arriver à atteindre les objectifs. Et par la suite, j'ai retourné à Sainte-Justine. Et là, vous allez me dire de que c'est qu'a fait à Sainte-Justine en promotion de la santé dans un centre ultra spécialisé. Alors moi, j'ai la chance de travailler à implanter une trajectoire de prévention-promotion dans une trajectoire de soins, dans un parcours de santé. Et on est une petite équipe, mais comme me disait mon DG à l'époque, Fabrice Brunet, pour ne pas le nommer, il me disait « Martine, t'es pas une petite équipe, tu as 6 000 personnes qui font la promotion de la santé avec toi, donc 6 000 employés. » Et sur le coup, je me disais « Ouais, mais finalement, c'est exactement ça. On n'est pas beaucoup de ressources. Il y a peu d'argent investi. On demande des ressources. J'entends parler depuis ce matin, puis je serais la première. Puis là, vous pensez qu'à Sainte-Justine, je suis full cash.
pas du tout. On est très, très peu financé, si ce n'est qu'on est en compétition avec nos grands chercheurs, nos grands médecins, puis c'est correct aussi. Sauf qu'on a le privilège de travailler avec nos équipes de soins. Et on fait de la promotion de la santé, finalement, avec toute une équipe de cliniciens, d'employés, de psychologues, puis là, je vous passe les détails. Notre petite équipe est quand même multidisciplinaire, puis formée en santé publique. Dans mon équipe à moi, j'ai nutritionniste, kinésio, travailleurs sociaux. Notre fil conducteur, c'est vraiment la question d'être formé en santé publique parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus en promotion de la santé. Il faut faire les bonnes pratiques. On ne part pas d'une idée, on part d'un besoin de la population, on part d'un besoin de nos familles. Alors, c'est ça, je travaille avec une équipe comme ça. Et en fait, on a le privilège d'avoir un grand carré de sable. Hein? On a une belle grande famille, 6 000 employés pour rejoindre les familles du Québec avec une notoriété qui fait que quand Sainte-Justine dit quelque chose à une nouvelle maman, à des parents, vous le savez, il y en a aussi qui ont eu des enfants malades, mais le message, il passe parce qu'il est crédible. Puis il passe aussi parce qu'on travaille avec une rigueur où quand on veut passer nos messages, notre équipe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde ce que fait l'association au niveau de la santé mentale, elle regarde ce que fait la coalition Poids, on fait le défi Chin-Chin dans les cabarets. Tu sais, on promouvoit finalement les messages des grandes campagnes de société, mais on les promouvoit à travers notre fil de Sainte-Justine pour rejoindre nos parents, pour rejoindre nos familles. Là aussi, c'est vraiment, c'est spécial le temps, hein, mais je parle donc bien beaucoup. Ce qu'on fait aussi, c'est tout un programme pour nos employés, le programme Mieux-être. On part de la prémisse que des employés en santé, des employés qui croient aux saines habitudes de vie, puis je parle des saines habitudes de vie, pas que faire des athlètes ou faire des chefs cuisiniers, mais dans une optique très, très, très large de la santé. On touche même à la santé financière, là, entre guillemets, parce que c'est une source de stress, mais on essaie, dans le cadre de nos politiques aussi, de toucher vraiment l'ensemble des sujets de santé pour nos employés. Puis nos employés, bien, on a des cours, on a des gymnases, on a des ateliers de cuisine, on fait du développement de compétences culinaires, mais tout ça avec du gros bon sens, finalement, puis avec une direction qui croit en nous, puis qui nous permet de réaliser nos rêves de prévention puis de promotion de la santé. C'est pas facile, ça a l'air bien beau. On ancre nos actions, on est porteur de politique à Sainte-Justine. Le Centre de promotion de la santé a signé la politique de promotion de l'allaitement maternel, de développement durable, des environnements sans fumée. Donc, on travaille à mettre en place nos ancrages, on travaille avec les équipes de soins pour faire en sorte que nos cliniciens travaillent aussi à prévenir et à promouvoir la santé. Puis, bien, on le fait dans un cadre où il y a peu de ressources, ça nous concerne tous, puis je pense que de travailler ensemble, puis je suis très contente d'être ici pour les 3 prochains jours parce que je suis en train de faire plein de beaux contacts, puis je vais travailler avec vous à continuer cette belle mission là, dans mon milieu de soins, mais qui est un milieu extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Wow. Parfait, Martine. Il est temps, en fait, de laisser la place à notre influenceur de la journée. Vincent, à toi. Oui. Alors, la question, c'était comment expliquer la place actuelle de la prévention et de la promotion de la santé au Québec et comment intensifier les efforts? C'est une grande question, c'est une grosse question. Je vais essayer d'être... Il y a quelqu'un qui vous a remarqué tout à l'heure, ton boss d'ailleurs, Thomas, que... la définition de la promotion de la santé qui a été donnée dans les années 70, repris après dans la Charte d'Ottawa, tient toujours. On n'en changerait pas grand-chose aujourd'hui. On a la même... je pense qu'elle a été extrêmement pertinente. Elle avait la dimension et la densité qu'il fallait. On se retrouve aujourd'hui en 2023. Et on a encore effectivement un écart quand même assez dramatique sur le respect de cette charte qui a été promulguée pourtant il y a déjà plusieurs décennies. Donc c'est une question assez centrale. Observation un peu d'hier et d'aujourd'hui, pour commencer à répondre à la question. On a eu hier une magnifique journée de recherche, en passant, avec l'annonce, encore une fois, de la création de la chaire ici, avec Vitam, etc. Puis on avait beaucoup de scientifiques en chef, directrices scientifiques du FRQS, etc. Puis il y a eu beaucoup de concepts d'échanger, beaucoup de termes, beaucoup de mots, c'était bien. Puis aujourd'hui, on a passé la journée sur le terrain.
Donc la première chose, je dirais, il faut vraiment s'assurer, je sais que Vita met beaucoup là-dedans, je sais qu'aujourd'hui on a des gens comme Jean-Pierre Després qui sont tout à fait capables de faire ces liens-là, mais il faut reconnecter. Il faut connecter la tête avec le terrain. Moi, c'est un peu ça depuis... moi, je suis un profane, maintenant je suis un petit peu plus intégré dans le système de santé, mais ça fait une douzaine d'années que je suis à l'intérieur. Puis la place, je me suis toujours posé cette question, c'est quoi la place de la santé publique? Parce que j'ai joué toujours une espèce à deux niveaux. J'avais l'impression qu'elle n'était pas connectée. Je comprenais les réflexions, j'étais d'accord avec les principes, mais la retranscription sur le terrain, je ne la comprenais pas. Et en fait, je l'ai compris avec ma collègue Paul Lebel, peut-être certains d'entre vous, docteur Paul Lebel, qui est une médecin de santé communautaire, puis qui elle m'a expliqué, et on en parlait tout à l'heure avec la personne de docteur Emery, je ne veux pas dénaturer votre nom tout à l'heure, qui a fait l'introduction, avec la prévention, avec toute la santé publique de terrain. Il faut qu'on revienne, je pense, aujourd'hui, il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on soit avec les organismes communautaires, il faut qu'on soit avec la population, il faut qu'on les amène avec nous dans les réflexions plus conceptuelles, plus intellectuelles, plus au niveau des politiques de santé. Mais il faut être très pragmatique, très réaliste et investir dans ce pragmatisme et dans ce réalisme-là. Je pense que Dr Arruda, vous avez déjà beaucoup exprimé sur ça et je pense que vous êtes tout à fait, c'est ce que vous mettez de l'avant déjà depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que vous êtes vous-même tout le temps écouté au niveau des politiques de santé, mais vous avez porté ça, vous avez porté ce discours-là. Et on l'a vu on l'a vu encore une fois au niveau de la Covid. Au niveau de la Covid, ça s'est joué sur le terrain. Moi, j'ai le privilège de piloter le réseau de recherche québécois sur la Covid qui a été créé en avril 2020. Puis on était des observateurs de ce qui se passait et les solutions se trouvaient sur le terrain. Puis finalement, à plus haut niveau, on essayait d'identifier ça, puis d'accompagner le monde à survivre sur le terrain, praticiens, citoyens, tout le monde était extrêmement actif. C'est ça aussi les vertus des périodes de crise. Alors encore une fois, je pense qu'il faut trouver les moyens la santé publique va se renouveler et va faire la démonstration de son efficacité en étant extrêmement pragmatique et en descendant le plus possible sur le terrain. Sur le discours en lui-même, je pense que, et c'est le ministre a utilisé ces termes-là, ça a été utilisé à plusieurs reprises, mais j'aimerais les reprendre parce qu'ils sont quand même importants. Si on regarde nos politiques de santé depuis des décennies, la grande majorité du temps, quasiment dans la totalité du temps, elles ont été définies sur la base d'une optimisation de l'offre de service. On passe notre temps à optimiser l'offre de service. Puis comme on l'a très bien dit, le problème, c'est pas qu'on n'est pas efficace ou performant, le problème, c'est que le nombre d'actes de soins augmente parce qu'on est de plus en plus malade. Alors, il serait temps, bien entendu, alors on dit oui, il faut se concentrer sur la demande, mais il ne faut pas juste se concentrer sur la demande. Il faut en faire la politique principale, centrale de la santé. C'est une politique qui est conduite par la demande, par le renforcement de l'intelligence individuelle et collective, par le renforcement d'un paquet de mécanismes. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. On n'a pas besoin de les inventer, ces mécanismes-là. On n'a pas besoin de chercher où sont les groupes qui vont faire en sorte que les gens vont savoir quand ou pas aller à l'urgence, vont être capables de prendre soin d'eux-mêmes le maximum chez eux, rester chez eux. Tous les citoyens, tous les individus, ce qu'ils veulent faire au départ, c'est rester chez eux et ne pas aller à l'hôpital. Les citoyens, donc, non seulement s'intéressent à leur santé, mais en plus, ils veulent rester chez eux. Le terrain est là pour ça. Mais il faut absolument, maintenant que les politiques de santé suivent et que la conduite des réformes et des transformations se passe en assumant un certain leadership sur la demande. Et ça va demander de la participation citoyenne, encore une fois, en masse. Il va falloir être extrêmement glandé sur le terrain. Participation citoyenne, c'est les citoyens en général, les organismes communautaires et les patients et les proches seront les nerfs de la guerre de ces futures politiques en matière de santé publique. Merci. Ah, ces influenceurs qui se font applaudir, alors. Ben oui. Oh là là, ben oui, t'as 45 minutes devant toi en plus, c'est fou. Très intéressant, on parle d'intersectionnalité, on parle d'éducation, on parle de formation, on parle de terrain. Moi, j'aimerais qu'on revienne justement en fait sur cette dernière partie-là, parce que la dernière partie, en fait, elle impacte tout le monde. Qu'est-ce que vous répondrez justement au dernier commentaire de Vincent? Pierre, de ton côté, qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça? Ben moi, personnellement, je pense qu'au Québec, ça prend un plan. Pour élaborer un plan, il faut réunir tout le monde autour d'une table.
Et on l'a déjà fait au Québec en 1960. Ça s'est appelé la Révolution tranquille. La grande majorité des Québécois n'avaient pas de secondaire. Guérin-Lajoie, le ministre Lesage, le premier ministre Lesage, Guy Rocher, avec des données probantes qu'on avait de nos chercheurs, on avait assez d'informations pour dire maintenant on va éduquer les Québécois. On a sorti des églises, des écoles, puis on a créé le ministère de l'Éducation. Et on a dit tout le monde va être éduqué. On a construit 454 écoles. Et ensuite, on s'est dit les cégeps, ça peut être un bon modèle pour amener plus de monde possible vers l'université. Ça a créé les meilleurs ingénieurs au monde en génie électrique, aéronautique et intelligence artificielle. Ça a créé les meilleurs médecins au monde après les Américains. On s'est même permis de construire le C-Series, qui est devenu l'Airbus 220, qui est considéré par tous les pilotes de ligne sur la planète là, comme le meilleur appareil commercial qui vole au monde. Ce pas les Français qui l'ont construit à Toulouse, là, puis les Américains à Seattle. Il était construit à Montréal. Comment on a réussi cet exploit? On a éduqué le monde. L'éducation, c'est la base de tout. Moi, je pense qu'on doit faire un temps d'arrêt au Québec, élaborer un plan et créer un modèle qui va faire en sorte qu'il soit nourri par nos données, qu'on a assez de données au Québec. Par la suite, on va le mesurer en cours de route, mais on va prendre un virage. Comme on l'a pris en 1960, mais on va le faire au niveau de la santé. Le budget de la santé était de 39 milliards en 2019, 44 milliards 500 millions en 2020, 51 milliards 200 millions en 2021, 54 milliards 55 plutôt, sans compter les frais du COVID, et on se dirige vers 60 milliards cette année. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller dans cette direction-là. On doit intégrer la prévention pour sauver le système de santé. Et maintenant, ce que j'amènerais, c'est que je voudrais qu'on crée... Moi, demain matin, je deviendrais ministre de la Santé. Je créerais d'abord le ministère de la Maladie et je créerais le ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé, c'est tout ce que d'actes, tout ce que de gens qui travaillent sur le terrain pour maintenir la santé humaine, la santé durable, c'est encouragé par le ministère de la Santé. Il y a le ministère de la Maladie qui s'occupe de la maladie, bien entendu, qui a un bon budget. Et on demande un budget significatif. On ramasse les infrastructures. On se lie que l'éducation en sachant très bien que de 0 à 6 ans, c'est là qu'il y a 80% de la littératie physique globale des enfants se développe là. Et si votre enfant n'a pas développé de littératie physique globale, il n'y aura pas de littératie physique fine. Et quand il arrivera à l'école primaire, il sera inhabile. Il fera des choix déjà contre le sport, qui va faire en sorte que votre enfant n'aimera pas l'activité physique. Et qu'est-ce qui va se produire? Il devient un décrocheur du sport, de l'activité physique. Et finalement, on se ramasse avec les statistiques que je donnais tout à l'heure. Il faut revoir notre modèle de A à Z, travailler ensemble. Et son objectif commun, c'est qu'un enfant reste actif pour la vie. Et ça prend un plan. Et partir à la base, s'assurer que ces jeunes-là, une fois qu'ils grandissent, qu'ils rentrent dans le système n'a pas de biais. Il était formaté pour que on ne fait pas du sport pour gagner des médailles. T'sais. Quand je dis aux gens, moi, quand je dis à ma vieille tante de 82 ans, ma tante, tu devrais aller faire du sport pour maintenir ton corps en santé. Elle dit, voyons non, Pierre, j'ai 82 ans. Ah, ma tante devrait aller faire de l'activité physique pour maintenir votre corps en santé. Ah oui, tu as raison, je vais aller marcher. Et voilà. Quand on parle de sport au Québec, on perd 70% de la population. On a un ministère du sport, loisirs et plein air. Puis on n'a pas un ministère de l'éducation, de l'activité physique. Donc, je pense qu'il y a des affaires qu'on doit corriger. Et ça se fait dans une grande concertation, comme on a fait dans le Lab École, où on a assis tout le quartier, les parents, les enfants, les enseignants. Puis on a créé des écoles contemporaines avec 15 incontournables. On a lancé un concours d'architecture. 162 firmes au Québec sont renouvelées. Et aujourd'hui, le gouvernement décide d'investir 9 milliards dans les 5 prochaines années. Ils vont refaire ça pendant 15 ans. Et d'ici 15 ans, toutes les écoles du Québec vont être rénovées et reconstruites dans un modèle contemporain réfléchi par le milieu. Pas par les ressources matérielles avec la future direction d'école, par le milieu. Dans le milieu où j'habite. J'habite-tu à Bastoyatch, sur le plateau Mont-Royal, ou en Gaspésie? Tu ne le fais pas pareil, les écoles. C'est des réalités différentes. Moi, je pense que ça prend un plan. Il faut faire le même exercice qu'en 1960. On est rendu là, excusez, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Merci, Pierre. Je ne le prends pas personnel hein, quand ça dit le plateau Mont-Royal. Je ne t'en fais pas. Tu parles des espadrilles. Mais il a parlé du ministère de la Santé, du ministère de la Maladie. Oui. Moi, j'ajouterais le ministère de la Magie. Oui. Comme dans Harry Potter. Excusez-moi. Bon, on continue. On continue. Alors, il y a deux concepts très intéressants dans ce que tu as dit, Pierre. Alors, et ça va être deux questions différentes. En fait, la première, ça va être pour toi, Martine. Si tu étais ministre de la Santé de demain, un peu comme Pierre a fait l'exercice, qu'est-ce que tu nous concocterais en fait par rapport à la prévention et la promotion de la santé plus particulièrement?
En fait, pauvre toi, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Moi, je ne ferais pas un ministère de la Santé puis un de la maladie, surtout pas. Je ferais complètement le contraire, c'est-à-dire que longtemps, on a axé le système de santé sur la maladie. Donc, le pouvoir était là, l'argent était là, c'est tangible, prévenir, les temps d'hospitalisation, les temps d'attente. La prévention puis la promotion, là, c'est mou, c'est complètement mou. Puis la santé aussi, puis la santé puis le bonheur, on en a parlé, c'est quelque chose qui est moins tangible. Alors, il faut remettre finalement, pour moi, la prévention puis la promotion un peu dans la bouche de tout le monde. On a une population qui n'a jamais été aussi informée. Hein? N'importe qui apprend quelque chose, il Google, whatever, puis il a accès à plein d'informations. Les familles sont informées. Mais dans toutes ces informations-là, dans tous ces systèmes-là, on est encore en silo, on manque encore de cohérence. Tu as un groupe qui dit ça, tu as l'autre groupe qui dit ça, tu as un groupe qui reçoit de l'argent pour faire ci, tu as un autre groupe. Moi, je ferais un méchant ménage dans le financement. Je ferais aussi en sorte de mieux former nos intervenants. Quand je parle d'intervenants, là, c'est les gens du scolaire, les gens du communautaire, les gens de la santé. On ne fait pas de la promotion de la santé comme on fait un message de communication. Il faut être ces bonnes pratiques, il faut faire les bonnes affaires. Il faut faire aussi les bonnes affaires pour que ça soit périn, pour qu'on soit dans des projets puis dans des messages qui restent dans les familles, qui restent dans les communautés. Tout le monde le sait qu'il faut bien manger. Hein? Tout le monde le sait. Toutes les familles le savent. Ça fait des années qu'on dit ça. Mais si on ne leur donne pas les moyens de développer des compétences culinaires, si on ne leur donne pas les moyens de manger en famille, si les mères doivent avoir 3 jobs puis que les enfants sont laissés à eux-mêmes, s'ils n'ont pas accès à des fruits et des légumes, on s'entend que quand on va à l'épicerie, ce qui coûte le moins cher, en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est souvent les bons aliments. Puis on le sait, c'est un défi maintenant de faire l'épicerie. Si on pense à une famille qui n'est pas en moyen, fait qu'on aura beau leur donner des grands messages de santé, puis des grands messages de c'est important de prendre soin de sa santé en amont d'arriver à l'hôpital. Si on ne recadre pas nos messages, si on ne se dote pas d'une structure efficiente pour faire en sorte que la prévention puis la promotion... Juste aujourd'hui, c'est le fun. J'espère que ça va rester le fait de travailler ensemble puis qu'on soit plus cohérents dans nos façons de travailler. Moi, c'est un peu ce que je nous souhaite comme ministre de la Santé. Mais c'est intéressant parce que c'est pas si indissociable que ça de ce qu'a dit Pierre. Alors, on irait davantage, docteur Arruda, et puis Vincent aussi, je t'inviterai à rebondir là-dessus. Je trouve, Pierre, ce que tu as dit de très intéressant, et puis ce plan éducation en fait, qui a été créé dans les années 60. On est aujourd'hui en fait, au Musée de la Civilisation à Québec, il y a les pharaons qui sont juste à côté. Quand on parle d'ambition, elle est là. Est-ce qu'on manque d'ambition en santé publique? On regarde en fait le mouvement environnemental avec la COP15 qui s'est déroulée il y a plusieurs semaines à Montréal, avec 3500 intervenants qui étaient présents, et puis un mouvement incroyable par rapport à la lutte pour la protection et la valorisation de la biodiversité. On est né au même moment, la santé publique est née au même moment en fait que l'environnement, le mouvement environnemental et le mouvement de santé publique ont quasiment le même âge. On regarde le mouvement environnemental qui a fleuri complètement. On lit les médias, c'est complètement partout. On est inondé. Et la santé publique, on n'en parle plus. Est-ce qu'on a perdu cette ambition-là? Comment on fait pour retrouver cette ambition-là? C'est à vous deux de nous dire comment on pourrait faire. Ça dépend de ce qu'on entend par la santé publique. Hein. Il y a la santé publique institutionnelle, organisationnelle. Il y a une santé publique qui est partagée par les acteurs comme tels. Là, on pourra avoir des débats pendant 5 jours sur qui fait de la santé publique. On en a encore 2, donc c'est parfait. Non, mais qui fait de la santé publique? Moi, ce qui m'importe, là, je vais vous le dire, puis il y a plusieurs éléments avec lesquels vous avez parlé, le travail en silo. Okay? Moi, je suis dans un ministère de la Santé. Okay? Puis c'est un ministère, effectivement, qui investit beaucoup plus dans les hôpitaux puis dans la maladie que dans la santé. Ils en font, là, je veux pas, c'est pas zéro, mais c'est pas là qu'est la valeur principale, parce qu'il faut aussi comprendre que les urgences débordent, que, tu sais, je veux dire, il y a cette pression sur les soins. Puis moi, je pense qu'on serait encore pire si on n'avait pas intervenu antérieurement. Je ne sais pas si vous comprenez. Si le taux de tabagisme était resté ce qu'il était il y a quelques années, on serait encore pire. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de trouver une cohérence et surtout pas qu'un ministère aille détruire le travail de l'autre. Okay? Puis on a beau dire n'importe quoi. Tout ce qu'on veut faire par rapport aux saines habitudes de vie, si les gens ne peuvent pas bien manger,
si les gens n'ont pas de travail, puis ne sont pas bien logés, là, je veux dire, ça va être bien loin des priorités. Fait qu'il faut travailler beaucoup en amont aussi avec les déterminants sociaux. La politique gouvernementale de prévention, là, puis moi, je vous en parle parce que je suis son ambassadeur, là, mais pour moi, ce n'est pas une finalité en soi. Moi, je suis en train de faire une tournée pour voir qu'est-ce qui se peut passer au Québec depuis quelques années avec Québec en forme, avec ce que Pierre Lavoie a fait par rapport aux saines habitudes de vie. Puis la politique gouvernementale, elle ne couvre pas seulement la question de saines habitudes de vie, là. Elle couvre la santé mentale, elle couvre les éléments de santé, prévention des cancers, etc. J'essaie de donner une certaine cohérence entre les ministères, mais il faut que ça descende sur le terrain. Je veux dire, le gouvernement, là, les choix qui sont pris là, dans ton environnement, puis quand tu disais, c'est pas la même école à Montréal sur le plateau que dans le Grand Nord, mais il faut au moins que d'en haut, ça descende par en bas, qu'on s'entende sur un plan, puis qu'on donne de la cohérence et qu'on instrumente les gens. Puis toutes les tables, les fameuses tables, les tirs SHV, la table sur la saine alimentation, là, ça en est des endroits de concertation où les acteurs clés du milieu doivent intervenir. Il faut travailler avec le communautaire. Fait que pour moi, là, c'est un mouvement de société. Puis ça ne peut pas se faire, puis ça se fait seulement avec le partenariat. Moi, je peux vous dire quelque chose, là. S'il y a quelqu'un ici qui a la réponse, c'est quoi qu'il faut faire, puis que c'est simple, puis c'est une chose, dites-moi-le tout de suite. Je ne crois pas. On est dans un univers de complexité où tout est interrelié, etc. Puis ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire dans les milieux hospitaliers non plus, mais il faut aussi être capable de le mettre dans la communauté puis d'agir de cette façon-là. C'est un défi. Puis quand tu parles d'un grand sommet, c'est comme un time-out. Quelle société on veut être? Est-ce qu'on veut aussi encore garder nos valeurs de partage, d'équité entre les gens, etc., ou on veut devenir une société où les plus riches écrasent les plus pauvres, puis etc. C'est là le problème. Présentement, le système de santé est en train de se scinder en deux. Il va imiter exactement le modèle américain. Parce que présentement, ici dans la salle, puis au Québec, on est plusieurs maintenant à être capables de se payer un système privé, fast track. Et les médecins vont le déserter, le système public. Et le Québec, c'est pas comme ça qu'on l'a conçu. On n'est pas des Américains en passant, non. On est des Québécois. On paye plus d'impôts qu'ailleurs. On paye des taxes. On a des programmes sociaux qui a fait qu'on est tous éduqués. Ici, il y a des gens, là, même moi, j'ai été éduqué parce qu'il y a du monde qui a payé à place de mes parents. Ma mère était sous l'aide sociale, monoparentale avec 4 enfants dans un HLM. Qui vous pensez qui a payé mon éducation, là? C'est les Québécois. Si on arrêtait le modèle américain, je serais encore pauvre à faire de la criminalité. La société québécoise, c'est la société la plus égalitaire en Amérique. Gérard l'a démontré par ses études universitaires en 2017. Il a comparé les provinces canadiennes et les États américains. On est numéro 1 en Amérique. Okay? Ça, c'est en danger présentement. Puis ce qui va nous pousser à faire ça, c'est le système de santé qui va tellement monter haut que les gens ne veulent plus attendre. Ils vont se payer leur propre système. C'est déjà commencé. Ça, c'est hyper dangereux. Moi, je pense que ça prend un modèle québécois. Il y a des modèles scandinaves, il y a le modèle australien, il y a un modèle américain. Le Québec, présentement, dans les écoles, il y a la mesure 15,28 €, 15,29 €, 15,23 € pour le primaire. Il y a plein de mesures maintenant pour faire bouger les jeunes dans les écoles. On ne peut pas dire, puis on a 12 ans d'avance toutes les provinces canadiennes par rapport aux saines habitudes de vie. On fait quoi? On reste là, puis on attend qu'ils viennent nous rejoindre? Non. C'est quoi l'étape supérieure? Moi, je pense que le Québec doit se dissocier du modèle canadien et américain. On doit créer notre propre modèle, faire ce temps d'arrêt. Comme des gens intelligents à l'époque, on a un problème, on se met ensemble, puis on le résout ensemble. Puis on crée notre modèle. Bien entendu, une fois qu'on l'a créé, ça prend un budget conséquent. Excusez-moi, le problème, là, en santé publique, il n'y a pas d'argent. Puis quand il y a un petit montant d'argent, tout le monde veut l'avoir. Puis si moi, je réussis à l'avoir, l'autre est jaloux à côté. C'est triste pour lui. Je fais un petit bout avec, on me coupe ma subvention. On le donne à l'autre qui a fait un petit bout avec. Là, on se réunit. Tu me parles de ton petit bout que tu as fait. Tu me parles de ton petit bout que tu as fait. On n'y arrivera pas. Puis là, il y a un momentum présentement au Québec qui n'est jamais arrivé. Là. On a un COVID là, qui nous a affectés. Les gens sont affaiblis. Toutes les organisations au Québec, le manque de bénévoles. On a perdu 50% des bénévoles maintenant qui ne s'impliquent plus dans les organisations. Ils sont tous en péril. Bon, personne n'en parle. Puis ce qui tient toutes les organisations au Canada, là, c'est le bénévolat. Puis on n'en parle pas de ça. Là. Donc, moi, je suis chanceux, j'ai un brand assez fort, je suis encore attractif. Mais imaginez quand tu es président ou directeur général de l'Association québécoise des stomisés du Québec. Pensez-vous qu'il y a de la misère à attirer du personnel puis des bénévoles? Non. Ben là, il y a un problème. Là. Ça, c'est un problème de santé publique puis de généralité. Tout le système, tout l'argent va dans le système de santé. D'abord, il faut amener notre contribution personnelle pour améliorer ce système-là.
et ensuite mettre des mesures en place. Et ça, là, même si moi, je crierais fort, je réussis à en mettre un peu. Je donne des exemples. Dans ma région, les maladies héréditaires, là, on a découvert le gène de la fibrose kystique grâce au gène du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le premier gène qui est découvert au monde. La fibrose kystique, on l'a découvert dans les années 80. Tout de suite après, on a trouvé le gène de l'attaque Charlevoix-Saguenay en 1993. En 2000, on trouvait celui de la tyrosnémie en 93. 2000, l'attaque Charlevoix-Saguenay. 2001, la polyneuropathie. Et quand nous, on a trouvé le nôtre en 2003, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni tout le monde. Dit là, c'est assez, là. On demande un dépistage génétique populationnel. Hey, non, on ne peut pas faire ça. Personne ne fait ça sur la planète. C'est dangereux. Les éthiciens, ils voulaient créer un eugéniste, du nazisme et des races parfaites. Ben, on l'a fait. J'ai traversé ici à Québec, rencontré Michel Bureau. Il me disait non, on n'a pas d'argent. Comment ça, vous n'avez pas d'argent? Ben, c'est beau. J'ai rallié la population. J'ai vendu des bracelets bleus. J'ai vendu 100 000 bracelets en 3 mois. Puis les gens qui le portaient, ils supportaient le dépistage. On a éduqué la population. On leur montrait c'était quoi la différence entre les maladies génétiques orphelines, bien entendu, récessives et dominantes. Et par la suite, on a procédé. Le premier dépistage génétique populationnel au monde, là, il se fait de l'autre côté de la frontière, le bord du parc des Laurentides. Et la semaine passée, on a annoncé qu'on ajoutait 2 autres maladies, 7 maladies. Et les chercheurs sont absolument convaincus que sur les 850 maladies, il y a 100 maladies génétiques orphelines au Québec qui méritent d'embarquer sur ce test que vous commandez à la maison en mettant une petite tige de bois dans votre bouche, en l'envoyant par la poste, sans vous déplacer, vous recevez vos résultats. Tout est en place, mais ça a pris 5 rendez-vous. On s'est fait dire non 4 fois. On nous a dit non, l'aspirateur du curatif a besoin de cet argent-là. Attendez la prévention. Moi, je pense que c'est assez, là. Travaillons maintenant ensemble. On est une gang, là. On est mobilisés. C'est la première fois que ça arrive, là. On est une grosse gang. Moi, je pensais qu'on serait 150 à ce congrès-là, à ce colloque-là. Puis toi aussi. Là, maintenant, on est 800, 900, là. Faut pas laisser ça là. Je vous le dis, là. Il y a des gens qui décident en haut, là. Il y a des ministres. Il y a des gens qui ont du pouvoir et qui ont des enveloppes. Là, maintenant, il faut dire haut et fort que c'est assez. Là, maintenant, on doit aller préserver nos enfants, aller vers la santé durable, puis on va se faire un plan ensemble, puis après ça, on va le financer, tout simplement. Merci. Pierre, tu ne veux pas devenir ministre de la Santé, tu veux devenir Premier ministre, en fait, de ton côté. On le voit clairement. Vincent, qu'est-ce que tu répondrais justement à ce qui vient d'être dit par Pierre? Parce que de ton côté, tu es aussi en fait patient, avec le système patient de ton côté. Comment tu réagis par rapport à ça? Non, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, encore une fois, c'est ce que Pierre vient d'expliquer, c'est que ça doit venir d'un mouvement populaire malgré tout. Là. Même si, disons qu'on investit de l'argent, il faut que ce mouvement populaire-là, c'est-à-dire cette capacité d'alerte, cette capacité d'engagement des citoyens, de la communauté pour alerter, pour eux-mêmes prendre en main leur futur et leurs choses, aller taper au bureau du docteur Bureau pour lui dire, ça, il ne faut pas qu'on perde ça. Même si on met de l'argent, il faut continuer à cultiver parce que ça nous appartient à la santé durable. Là. Ça appartient pas au ministère de la Santé et des Services sociaux, ça appartient pas ça appartient à nous. Là, c'est notre santé dont on parle. Donc, je pense que ces mécanismes-là d'engagement citoyen, c'est ça qui doit animer, je pense, le mouvement lui-même qui s'amène. C'est pour ça, encore une fois, que les dispositifs d'engagement citoyen doivent être plus forts que jamais dans toutes les transformations et les changements qui vont toucher à ça. Ce que je voulais peut-être faire un commentaire. Ce qui est difficile à changer, c'est pas forcément ce qui est complexe et compliqué. Ce qui est difficile à changer, c'est ce qui est complexe et pas compliqué. Parce que c'est évident. Moi, je pense qu'on est dans une situation ici où c'est complexe, c'est très complexe. Je suis d'accord avec vous, je pense mais les solutions ne sont pas compliquées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles existent déjà. Beaucoup de solutions existent déjà. On va passer 3 jours là à parler de solutions. Je suis sûr qu'on aurait pu passer 2 semaines. Vous aurez trouvé suffisamment d'interlocuteurs pour parler des solutions, un peu de ce qu'il faut faire, etc. Donc, le tissu, encore une fois, de la base, les gens sur le terrain, puis on pourrait rajouter des cliniciens, on pourrait rajouter plein de monde à ça. On a les approches, on a les stratégies. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas en haut, elles sont en bas. Donc, encore une fois, il faut cartographier, il faut prendre toutes les personnes qui sont ici, puis il faut les aider à s'élever. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce qu'on n'a pas tout à créer depuis le départ. Ça reste complexe. Comment on va s'arrimer, comment on va s'attacher, comment on va être cohérent, comment on va s'assurer de prioriser correctement, etc., etc. Oui,
Mais, encore une fois, tout est là. C'est pour ça que ce mouvement-là, sa viabilité, si on ne veut pas, encore une fois, que santé durable devienne un rebranding d'une vieille idée de la santé publique, c'est ça quand même le risque qui nous guette, même si le terme est magnifique, ça va être pas en reconnaissant ce qui existe déjà, en reconnaissant que les organismes communautaires ont des savoirs, en reconnaissant que la population a envie de s'en sortir, veut trouver des solutions pour être moins malade, pour manger mieux, etc., qui ne sont pas tout le temps ces solutions-là, mais qui l'ont, qui sont capables d'idéation, et que ce mouvement, encore une fois, c'est un mouvement de la base. Si on reprend ce mouvement-là dans un mouvement qui vient du haut vers le bas, on va encore s'amuser pendant des semaines et des mois avec des concepts. On va parler, et là, le potentiel de se perdre, il est énorme. Hein. Je veux dire, le nombre de concepts qu'il y a entre santé durable, développement durable, one health, two health, 4 santé, machin à droite. Moi, je sais même plus, honnêtement, en bout de ligne, on met un citoyen là-dedans, il va juste se perdre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une cohérence, puis il n'y a pas quelque chose, mais il y a un potentiel de parcellisation conceptuelle et de complexité qui est sans fin. Alors, il faut, encore une fois, il faut être groundé, repartir de la base, repartir des gens qui connaissent le terrain. Encore une fois, j'ai fait une tournée, on est en train de travailler à monter une nouvelle GMFU, on est en phase d'acceptation des financements qui va certainement être, là je ne vais pas faire d'annonce particulière, mais peut-être dans le coin de l'Hôtel-Dieu. Puis c'est une collaboration entre la faculté de médecine et les SUS de Centre-Sud, parce qu'en faculté de médecine, encore une fois, on a besoin d'avoir des terrains d'exposition pour que nos étudiants en médecine ne soient pas exposés juste à la médecine spécialisée, mais fassent leur formation aussi avec les populations les plus vulnérables de notre société. Puis l'Hôtel-Dieu, ce coin-là, c'est un endroit où il y a le plus possible d'inégalités. Ce qu'on fait, c'est qu'on dès le départ, la première réunion, les organismes communautaires, vendredi dernier, ils vont être là dès le début de la conception de la clinique. On va travailler avec eux sur comment on va designer cette clinique-là, qu'est-ce qu'on va offrir, on va amener les citoyens, on va la penser autant dans le traitement que comme un outil d'éducation populaire. Bref, on connaît les solutions. Mais il y a encore des GMFU au Québec qui se travaillent qui sont créés sans collaboration avec les milieux communautaires, qui sont créés dans les vieux modèles d'intervention, etc., etc. Donc encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler ensemble, il faut travailler avec la base. Les solutions, elles sont là. Et particulièrement en sortie de Covid, on a été hyper créatifs sur le terrain pour survivre. C'est la même chose à l'époque du sida. L'époque du sida, 89-95, ça a été un moment d'innovation absolument absolue. Hein. Quand on met les gens dans une situation de survie avec des moyens limités, ils deviennent hyper créatifs. Et puis c'est ça qu'il faut aller chercher maintenant, puis qu'il faut simplement donner un petit coup de main pour booster et bien orchestrer et bien organiser. Vas-y, Martine. Moi, j'ai une question. C'est quoi le U de GMFU? Universitaire. Donc, comme CHU, Centre hospitalier universitaire. groupe de médecine familiale. Groupe de médecine familiale universitaire. Bon, mais c'est parce qu'on se perd aussi. Moi, je ne suis pas trop dans le milieu directement. Puis les acronymes, c'est tout un autre casse-tête. Merci, Hélène. C'est l'autre maison de fou d'assaut. Excusez mon ignorance. Tout à fait. Mais Martine, je veux juste réagir un peu à ce que mes collègues ont dit, c'est que souvent, en ce moment, on réagit aux urgences. On l'a vu, puis ce qui fonctionnait avec le VIH, c'est qu'il y avait une urgence d'agir. Là, avec la COVID, il y a eu une immense urgence d'agir. Puis, dans un concept de santé durable, dans des principes de soins durables, c'est aussi d'essayer de mettre en place des structures, des équipes, des compétences pour justement avoir des soins pérennes, puis avoir une santé pérenne, puis faire en sorte que ce qu'on fait, on n'a pas à le réinventer 5 ans, 10 ans plus tard, puis que la formation qu'on donne sur le terrain se transmet puis est exponentielle. Je veux dire, il va falloir absolument qu'on regarde la prévention puis la promotion de la santé, mais avec un angle de pérennité, puis avec un angle de durabilité. Sinon, on va constamment recommencer, puis on ne réapprend pas. Les leçons apprises en VIH, probablement que les vieux de la vie, on a encore... Je veux dire, c'est là, mais peut-être qu'on aurait avantage à aller regarder qu'est-ce qui étaient nos bons coups de cette époque-là, qu'est-ce qui étaient les bons coups de chacun pour remettre ça au goût du jour. Mais il ne faut surtout pas repartir à zéro. Mais c'est très clair qu'il faut qu'on fasse un ménage. On n'est pas beaucoup, puis on est beaucoup, mais on est surtout pas toujours cohérent. On réinvente à partir de l'autre ou on refait ce que l'autre a fait. Mais quand tu parlais d'une base zéro puis de refaire une structure, là, je pense qu'on aurait avantage à être beaucoup plus efficient
puis à faire de meilleures choses, pas faire n'importe quoi. Donc, de la formation, de l'accompagnement des milieux, puis d'accompagner justement nos familles, d'accompagner nos cliniciens, d'accompagner les organismes communautaires, être présent pour faire la bonne affaire, pas partir d'une idée, mais partir d'un besoin de la population, puis pas juste réagir aux urgences. Bien, à l'époque, en 1960, tout le monde était bien là-dedans. Hein? Tout le monde travaillait dans la forêt, cultivateur. Pourquoi on s'éduquerait au Québec? Mais il y a des gens qui ont regardé les données, puis ont présenté ça à la population en nous présentant une vision à long terme, puis ça a donné des résultats. Tantôt, j'ai oublié de dire que le programme de dépistage génétique populationnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est offert maintenant à la grandeur du Québec, qui évite maintenant 7 maladies graves débilitantes, là, qui, quand ton enfant est atteint de la neuropathie sensitive-motrice avec ou sans du corps calleux, là, coûte des milliers de dollars au système de santé, et c'est incalculable au côté émotionnel parental. Okay? Il coûte 176 000 par année. Tout compris. C'est tout. Puis on nous disait non, on ne voulait pas y aller de l'avant. Je vous ramène une autre donnée. Le médicament le plus prescrit au Canada, c'est l'Lipitor et les statines. Pour les éviter, à moins que tu aies une hypercholestérolémie familiale, qui est un problème génétique, c'est des exceptions. Hein? Mais dans ceux que ce n'est pas génétique, si tu changes ton comportement, tu manges un peu mieux, tu fais un peu de sport, tu l'évites. 1 milliard par année que ça coûte au Canada. Puis quand un enfant naît avec la mytrophie spinale, puis que le médicament coûte 2,8 millions, l'État dit non, on ne paye pas le médicament, il coûte trop cher. Oh, excusez-moi là. On s'est fendu derrière pour essayer de trouver une médication, de trouver des chercheurs à le financer, puis quand on le trouve, vous dites non. Mais vous n'avez aucun problème à payer un médicament qui pourrait être évité par des comportements responsables. C'est quoi ce système-là? Dans une cinquantaine d'années, là, tout le monde va comprendre que ça n'avait pas d'allure, ce qu'on fait là. On doit travailler tous et chacun, nous-mêmes, à réfléchir. Et ça part des parents. 0-6 ans en premier. Et tout le système, il ne faut pas qu'il y ait de biais. Puis s'il faut avoir moins de médailles au Canada, là, pour avoir une société en meilleure santé, là, ben, éliminons les médailles. Soyons contre les Jeux olympiques. Soyons contre finalement ce sport qui crée souvent des milieux toxiques, des entraîneurs toxiques, qui fait rentrer du monde dans les écoles primaires, qui bench une jeune fille au volleyball toute la fin de semaine dans son secondaire 1 parce qu'elle manque le service une fois sur deux. Bien entendu, elle n'aura pas de plaisir, sa confiance en elle aura diminué. Elle vous demandera d'aller jouer au basketball. Et finalement, ce sera le même système. Et elle finira, quelques semaines plus tard, abandonnée avec son téléphone sur l'heure du midi, sédentaire. C'est des systèmes qui l'ont repoussé. Aux enfants, tout ce qu'ils veulent, là, on l'a dit tout à l'heure, là, c'est avoir du plaisir avec leurs amis. Puis on met des systèmes en place pour nourrir des systèmes. Si on ne gagne pas de médaille aux Jeux olympiques, le Comité olympique canadien coupe 50 % de ton budget. C'est ce qui est arrivé à Alpine Canada pour ce qu'ils font au Canada. Les fédérations sont obligées de trouver le talent le plus tôt possible, de le concentrer comme les Américains, sans ça, ils vont se recouper leur budget. C'est un système de merde, excusez-moi, là. Puis ça nuit, ça crée plein de dommages collatéraux chez nos jeunes. Et ils se ramassent ensuite dans la société. Pourquoi tu ne bouges pas? Ah, moi, j'étais pas bon à l'école en sport. Je m'en fous totalement à quelle vitesse que votre enfant court, moi. Ou la façon qu'il fait son heure. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'il doit bouger 1 heure par jour. Vous comprenez? Ça, c'est la norme de l'OMS. Puis ça, aujourd'hui, là, le Québec a une avance considérable. 1300 écoles primaires au Québec, sur les 2300, atteignent 1 heure par jour, tous les jours, toute l'année, par le programme 15,23 mesures $. Et dans 3 ans, c'est 100 %. On va être la première société au monde où les enfants primaires bougent 1 heure par jour, tous les jours. C'est ça du positif, là. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, il faut aller plus loin. Moi, je pense que maintenant, on est assez d'acteurs maintenant pour dire, OK, là, on fait assez d'efforts sur le terrain. On ne se contente pas de petits résultats. On veut un résultat final. Puis bien entendu, sa planète, on viendra voir. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Ils ont conçu les meilleures écoles au monde. Bien, ils sont assis, ils ont réfléchi ensemble, puis ils ont investi de l'argent. Puis quand le monde me disait une école primaire de 225 élèves, 18 millions, ça coûte cher. Ça ne coûte rien. Quand tu divises ça par 202 jours d'école par année, une école, c'est bon pour 50 ans, ça fait 5 $ par jour par élève. Puis on me dit que ça coûte cher. C'est là qu'on a créé une société d'aujourd'hui instruite et civilisée. Donc, moi, ce plan-là, on peut s'asseoir avec du monde intelligent, là, puis des ministres intelligents qui prennent le pouvoir. Puis s'ils ne sont pas bons, on les tassera, puis on mettra un nouveau gouvernement. Je te mettrai sous-ministre. Ah, mais il faut brasser. Je vous dis, là, nos grands défis, on a fait les marches l'année passée. 225 000 participants. Allez sur Google, là, trouvez-moi une activité sportive. Là. Les plus grands rassemblements au monde, c'est 80 000 participants. Au Québec, on atteint 225 000 participants qui s'inscrivent,
qui vont marcher, qui viennent rentrer leurs données. Ça n'existe pas. Les seuls médecins au monde qui prescrivent l'activité physique à leurs patients, là, d'une façon massive, là, au début, ça a commencé avec 15 médecins à Strasbourg. Là. J'étais allé les voir comment ils faisaient ça. Leur système n'était pas pérennisable. Ils disent, nous, on va faire un concept différent. Au Québec, c'est 9800 médecins de famille maintenant qui prescrivent la marche à leurs patients. Et ça se termine avec 101 marches. Excusez-moi, au Québec, on est ailleurs. Mais il faut aller plus loin. On a tous les outils, puis les gens sur le terrain. Si on se regroupe ensemble, là, puis on chiale, on brasse un peu, on est capable, d'après moi, de créer notre propre modèle québécois. Merci Pierre. Et je pense que ça reprend aussi la thématique du CQTS qui voulait chialer aussi, si je ne me trompe pas, non, à la fin de la présentation, qui se révoltait. Pardon. Vous voulez mes chaussures de sport pour retourner au ministère et puis pour parler à vos collègues? Parce que ça fait du travail. J'en ai de celle de Pierre Lavoie, d'ailleurs. Non, regardez pour toi, c'est important, ça te va très bien. Mais justement, oui, en fait... Le micro pour docteur. Oui, le micro. Ça arrive en fait à une autre question parce que ça prend le ministère de l'Éducation, ça prend le ministère de l'Environnement, ça prend le secrétariat à la condition féminine, ça prend le ministère à l'immigration, enfin bon, tous ces ministères-là, vous êtes en tournée un peu, vous êtes là pour représenter un peu ces saines habitudes-là, ou c'est ce projet en fait de plan d'action intersectoriel auprès des différents ministères. Est-ce qu'il y a de l'écoute au Québec pour justement mettre en place ce que je peux vous dire, c'est que ça a commencé en 2015. Ça s'est passé d'un gouvernement à un autre. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a beau dire. Habituellement, les gouvernements, quand ils arrivent, tout ce qui a été fait par l'ancien gouvernement est jeté, puis on ne le fait pas. Ça a été attaché, je vous dirais, avec les sous-ministres adjoints puis les sous-ministres en titre. Et quelque part, quand on fait une analyse de ce qui se passe dans la société puis dans le monde, puis tu sais, on a beau dire n'importe quoi, les changements climatiques, ça marche beaucoup là, récemment, là, parce qu'on est en crise. Je veux dire, on a beau dire n'importe quoi, on les voit, les signaux de crise. Mais ce que ça fait, à mon sens, c'est qu'on partage beaucoup plus de dénominateurs communs que de dénominateurs non communs. Puis quand on travaille ça ensemble, quand on essaye d'éviter que pendant que moi je travaille pour développer quelque chose, que l'autre ministère aille complètement à l'inverse, qui vient annuler mon effet, il faut qu'on essaye de s'aligner. Le défi est grand. C'est un gros éléphant, etc. Mais en même temps, c'est très complexe, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que les choses sont relativement simples, ce qui doit être fait. Fait que là, moi, je pense que quelque part, puis des démarches comme celle-là, puis moi, je pense que c'est... on parle de révolution, là, mais c'est la société qui se dit, c'est là qu'on va aller. Il faut qu'on se pose le diagnostic commun, qu'on l'identifie, puis qu'on dise qu'est-ce qu'on veut être comme société. Par exemple, moi, j'ai très peur de ce que tu disais tantôt, puis je le pense sincèrement, on ne pourra pas continuer comme ça. C'est pas vrai. Je vais être franc avec vous, là. Moi, si on me pose la question, il faut réinvestir en éducation de façon massive, autant qu'on le fait en santé, sinon plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Parce qu'un peuple éduqué est un peuple qui va être capable de se prendre en main beaucoup plus, etc., et d'innover, etc. Puis même l'économie doit être un peu complètement différente. On a besoin... C'est quoi notre force? Oui, il y a des ressources naturelles, c'est vrai. Mais on est dans un univers où on a besoin de ressources humaines pour être capable d'avancer, de l'intelligence humaine, etc. Donc, contribuer à maintenir la santé d'une population, c'est maintenir aussi un workforce qui est très, très important pour la société. On ne pourra pas continuer les types. Puis il y a des innovations possibles. Puis d'essayer d'opposer santé durable à l'économie, je pense que c'est un gros danger. Il faut changer nos paradigmes, comment est-ce qu'on voit l'innovation puis le développement. Puis j'espère que la crise qu'on a vécue en pandémie a un peu shaké les choses, puis comme tu dis, il y a un momentum. Puis moi, je vous dis bien honnêtement, je vais mourir en paix quand je vais sentir que la population va demander de la prévention, qu'on va avoir avancé un peu. Je ne veux pas être découragé, lâcher la sevrette, la serviette, la sevrette, la serviette, excusez-moi. Il ne faut pas lâcher la serviette. Il faut qu'on soit capable, mais il faut on a une responsabilité, en tout cas moi le plus vieux, par rapport à laisser aux plus jeunes des moyens importants. Puis il faut se poser la question, est-ce qu'on veut une société
où les riches deviennent de plus en plus riches, puis les pauvres de plus en plus pauvres. Je veux dire, je m'excuse, les sociétés où tu es très riche, puis il y a des très pauvres, là, il y a de la violence. Les gens ont peur de sortir, ils s'isolent, etc. C'est pas ça qu'on veut au Québec. On est une société, à mon avis, qui a fait de grands pas, de grands éléments, mais il faut se le redire, se le revaloriser comme société, puis essayer d'en faire le plus. Et ça implique tous les ministères et la société civile. Je vous dirais même les entreprises. Les entreprises privées vont devoir comprendre que leur économie continuera pas si on continue dans la même perspective capitaliste. Je ne suis pas en train de vous inviter à devenir communiste, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Hein? Socialiste. C'est un peu plus ça. Un peu plus social. Je vous donne des chiffres, OK? L'espérance de vie du Québec, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on se compare aux Américains, OK? L'espérance de vie des Américains a atteint le maximum 81 ans. Avant le COVID, on savait qu'en épidémie d'obésité et de diabète type 2, on savait qu'elle allait régresser. Ils ont chuté à 80, 79, 78, juste avant le COVID. Puis dans le COVID, ils n'ont pas fait comme nous au Québec. Ils n'ont pas fait de prévention. Ils ont perdu 1 an et demi dans le COVID. Ils ont chuté à 76,5. Au Québec, on a perdu 6 mois. Puis on l'a regagné en 2020. Okay? Les Américains, les données viennent de sortir en décembre dernier. Ils viennent de chuter à 76,1. Puis on prédit que dans 5 ans, les Américains, leur espérance de vie sera de 74 ans. Bientôt, au Québec, nous serons à 84 ans. Donc, quand tu es un Québécois, ton espérance de vie de 84 ans, bientôt. Et quand tu seras un Américain, bientôt, ton espérance de vie sera de 74 ans. De quel pays du G7 dans le monde qui investit le plus dans son système de santé? Les Américains. C'est une question de système. Les Scandinaves qui ont la même espérance de vie que nous, eux rentrent 6 ans plus tard que nous dans leur système de santé. Mais quand on regarde leur budget, jamais que le budget de la santé dépasse le budget d'éducation. Nous, on met 28 milliards en éducation, bientôt 60 milliards en santé. Parce qu'on ne fait pas de prévention. On n'investit pas en éducation. Et on est là, on chiale, on a tout le même constat. Il faudra qu'un jour, on ait un gouvernement courageux qui va s'asseoir avec tout le monde puis qui va dire, OK, maintenant, on fait notre modèle, à nous. Puis on sera fiers. On va être différent de l'Ontario, différent des Américains, mais on sera heureux, comme au Danemark. On pensera à tout le monde. Les gens qui sont pauvres, on s'en occupe. Les handicapés, on s'en occupe. C'est ça la réalité d'une société différente. Mais si on est juste une petite gang de riches qui réussit, là, puis notre trip, là, ça allait tous rester dans le même quartier, là, puis de se construire un mur en briques 6 pieds de haut avec une gate devant, puis un gardien, puis un golf au centre, là, ça, c'est des Américains. On n'est pas des Américains. On est des Québécois, puis on paye plus d'impôts qu'ailleurs parce qu'on aide tout le monde, puis on éduque tout le monde. Donc, gardons ce modèle-là qui nous rend si fiers. Puis on a des ressources naturelles renouvelables, l'eau puis la forêt. Il y a des pays qui en voudraient une. On en a 2, dont la prépondérance sur la planète. L'eau, on a 3% de l'eau douce de la planète. On a tout ce qu'il faut. Je vous le dis, là. Puis on a les moyens au Québec. On a les moyens. Je vous le dis, là. On a les moyens d'investir dans la santé durable d'une société. Puis de changer la courbe, inverser les courbes. Les courbes, elles ne vont pas dans la bonne direction présentement, là. Puis attendons pas après le Canada, ils ne le feront pas. Puis attendez pas après les Américains, ils ne le font pas non plus. Il faut aplatir la courbe. Je peux un petit... Je suis pas sûr que ça nous rappelle les bons Vas-y, souvenirs. Vincent, à toi. Non, je voulais juste dire, moi j'irais encore plus loin que si c'est possible que Pierre, ce que tu viens de dire, c'est que le modèle il existe déjà. On n'a pas besoin de le créer. Il faut qu'on le reconnaisse. Il existe déjà. Il est déjà actif. Mon accent ne le montre pas, mais j'ai beaucoup étudié la Révolution tranquille. Ça fait 37 ans que je suis au Québec. Puis la Révolution, ce que j'ai compris, c'est que quand c'est arrivé, c'était déjà arrivé depuis longtemps. C'est-à-dire que ça a éclos. C'est quelque chose qui a éclos. Puis aujourd'hui, c'est pareil. C'est depuis 2 jours, c'est un peu le sentiment que j'ai. J'avoue que c'est un environnement dans lequel j'ai pas beaucoup d'occasions d'évoluer, mais là, c'est ce que je sens. Donc, en plus, c'est déjà là. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est magique, c'est que la solution, le modèle québécois en matière de santé durable, il est déjà présent. C'est simplement qu'il est enfoui sous tout un paquet de bruit. Puis il faut enlever le bruit.
Puis il faut faire émerger la solution qui est déjà là. Puis ça, c'est la grosse force de la société québécoise. La grosse force de la société québécoise, c'est une société qui est tout à fait capable, qui travaille dans l'expérimentation, qui construit les choses étape par étape, qui réinvente pas. C'est pas comme les Français qui vont essayer de réinventer le monde. Ils font des grandes réformes, des grands trucs, puis d'un seul coup, ils se rendent compte qu'au bout de 15 ans, non mais je prends l'exemple de la démocratie sanitaire, par exemple. Ils ont voté une loi sur la démocratie sanitaire il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, qui est géniale. On lit la loi, elle est géniale, la loi, elle est vraiment top. Mais elle n'est toujours pas implantée. Hein. Alors, nous, c'est l'inverse. C'est exactement, Passion Partenaire, par exemple. Passion Partenaire, c'est un pur produit du Québec. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu se développer ailleurs qu'au Québec. Bon, on n'est pas un projet de loi, on va l'être un jour peut-être, mais ça s'est développé parce que c'était déjà là, parce que les forces, on n'a rien inventé, on n'a rien créé, on a juste pris quelque chose qu'on a canalisé, à qui on a donné une forme, on a donné quelque chose de cohérent, puis tout le monde a pu s'approprier, puis tout le monde est parti avec. Et là, ça a commencé à se mobiliser. C'est la même chose pour la santé durable, c'est déjà présent, c'est déjà là, le modèle, il existe, il faut simplement le mettre à jour, enlever le bruit autour, et puis lui donner un gros effet de levier. Ben, juste pour compléter, quand on nous regarde de l'international, le modèle québécois, c'est un modèle de prévention-promotion. Là, vous êtes extraordinaire, on nous fait venir pour donner des cours, on est des grands experts, c'est fou comment vous comprenez tout. Mais j'aurais tendance à dire, on sait ce qu'on a à faire, on a plein de projets, on a une grande force, mais on travaille avec des gens en ce moment où on n'a pas pris soin de nos réseaux. Le réseau de l'éducation, là, c'est un réseau essoufflé, un réseau malade. Le réseau de la santé, je m'excuse, c'est un réseau en ce moment qui est complètement essoufflé. Les gens qui n'étaient pas en COVID, prenons la pédiatrie, on n'a pas eu de cas en pédiatrie, mais on était tellement énervés, puis on était tellement après qu'on les a brûlés pareil, là. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de contexte actuel où, pour pouvoir prendre soin de la population, là, puis mettre en place tout ce qu'on se partage, il faudrait quand même prendre soin de nos deux réseaux. Puis je suis d'accord, ça passe par le réseau de l'éducation. C'est inconcevable qu'on regarde ça aller, puis dans une optique encore là de santé durable. On sait ce qu'on a à faire, c'est comme si on est un chevreuil devant une voiture, là, puis on est un peu figé, puis on n'ose pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chevreuil va se mettre à galoper. J'ai un problème de headset avec mes chevreuils, c'est peut-être pour ça que je suis... mais tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, le timing est bon, là. On est dans un contexte, le momentum est là, puis encore bravo aux organisateurs là, de ce sommet. J'aimerais ça donner d'autres chiffres. Combien on investit en culture au Québec? Parce qu'au Québec, la culture, c'est important. Vous savez pourquoi? On est des francophones. Il faut protéger notre culture, il faut la promouvoir, puis on en est fiers. On met 1,2 milliard par année. Puis là, je prends juste un volet, santé durable, c'est multifactoriel, c'est multi-poste, mais juste l'activité physique au Québec. Hein? Sport, loisirs et plein air, ça, c'est un budget de 120 millions par année. Divisez ça par 52 semaines, ça fait pas beaucoup de millions par semaine. 2 millions, vous avez, pour faire bouger tous les Québécois, les écoles, les enfants. Vous voyez, on ne prend pas ça au sérieux. On ne le prend pas au sérieux, la prévention. Puis juste faire bouger les gens, c'est un élément. Ça aide à la santé mentale, ça aide à la persévérance scolaire, ça aide à créer des citoyens de domaine actifs qui vont produire longtemps, qui vont rentrer très tard dans le système de santé. Juste celui-là qui est si important est sous-financé. T'sais. Je me dis, mais on n'a aucun problème, par contre, on attend. Je dis aux gens, vous savez, moi j'ai une présentation qui s'appelle « Êtes-vous vert, jaune ou rouge ?» On est tous verts. On devient jaune et on finit rouge. OK? Si vous avez diabète de type 2, ça prend 10 ans avant de s'installer. Vous êtes 3 ans prédiabétique avant d'être diabétique. Donc, vous étiez jaune avant d'être rouge. Si je vous repère jaune, je peux vous ramener vert par des chemins de comportement. Par contre, si je vous attrape rouge, vous n'allez pas revenir jaune, mais plus jamais vert. Donc, à quel moment vous auriez savoir? Bien, c'est quand vous êtes jaune. Désolé, au Québec, on ne fait pas de prévention. On attend que vous soyez tous dans le rouge. Comprenez? Qui est capable de savoir là, que vous êtes en train de développer un diabète type 2, que vous avez un peu d'hypertension, puis de cholestérol, vous allez savoir quand la lumière rouge, on le met dans le Dutch. Le système au Québec n'a jamais été fait pour la prévention. Il était fait pour guérir les gens. Puis il y a plein de monde qui n'ont aucun intérêt qu'on ait des bonnes habitudes de vie pour notre santé. Là. C'est payant la maladie. Là. Ça rend des organisations milliardaires, puis certains individus millionnaires. Excusez-moi. Là. Ça, c'est une machine. Là. C'est toute une industrie qui roule. Là. Puis nous, quand on est à côté, là, puis on sort en projet de prévention,
J'imite ce que Rousseau me dit. C'est un aspirateur qui aspire tous les budgets. Puis plus l'aspirateur aspire, plus elle grossit. Plus elle grossit, plus elle aspire. Elle finira par avaler le 125 milliards du budget de l'État sur 60 milliards. On est rendu déjà à 50 % et on est incapable de l'arrêter. Donc, la seule façon, vous savez, en 1976, je le disais tantôt, il y avait 2000 morts sur les routes du Québec. On a introduit la ceinture de sécurité, on a réussi à baisser ça à 791 morts en 2000. On a asfalté bordure et aujourd'hui, il y a, en 2017, 331 morts. Et on vient d'annoncer 266 morts avec 6 fois plus de taux. Si on n'aurait pas fait de prévention, là, 2000 morts en 1974 x 6, il y aurait 12 000 morts sur les routes du Québec. Dans les usines, on intègre la prévention pour avoir 0 accident. On le fait dans les entreprises pour éviter les accidents. On le fait sur les routes. On a mis des modèles en place qui sont des routes les plus sécuritaires au monde, c'est au Québec. Mais dans la santé, il n'y a aucun problème. On continue à nourrir ce système rouge, puis on ne fait pas de prévention. Donc, rappelez-vous, quand vous deviendrez jaune, vous pourrez revenir vert. Mais si vous devenez rouge, vous ne serez plus jamais vert. Vous serez jaune à vie. Donc, organisez-vous pour le savoir quand vous êtes jaune. Je ne sais pas si on va garder cette conclusion-là pour le panel. Docteur Arruda, on est à 0. C'est quand même une superbe technologie. Hein. On en a un en cadeau pour vous, justement, qui vous attend à la sortie. Il nous reste plus de temps. Très sincèrement, là, avant d'organiser en fait, la conversation, on ne savait pas si ça allait exploser. On serait pu en fait être un peu stérile. Vous avez 4 expériences qui sont... Pas du tout, mais vous avez des expériences qui sont quand même très différentes, des vécus qui sont très différents aussi, puis le témoignage va quand même vers la même direction. On va se laisser peut-être 2 minutes pour avoir une phrase qui conclurait un peu sur ce que vous avez pour ambition pour la santé publique aujourd'hui. Une phrase et demie. Docteur Arruda, je sais que ça va être difficile, mais on va y arriver. Exactement. On va commencer comme ça. Et par la suite, on aura le plaisir avec Hélène de s'asseoir et puis de conclure la journée. On ne veut pas vous garder, le temps de chacun est vraiment précieux. Vincent, c'est à toi. En fait, c'est mon impression des 2 jours. J'ai l'impression que le vent tourne, gardons la foi. Wow. Martine, le niveau est très haut. Oh non, j'arriverai jamais. Je vais me recentrer sur mon petit discours à moi, mais qui aura des pâquerettes, mais quand même. Moi, ce que j'aurais tendance à nous dire, à nous souhaiter, c'est qu'on devienne des ambassadeurs du message qu'on vient de discuter, puis que chacun dans nos organisations, chacun avec nos équipes, qu'on promouvoie tous les messages qu'on vient de dire et que le vent... Comment tu as dit ça, le vent? Le vent tourne. Le vent tourne. Alors, je nous souhaite que le vent tourne et je te le passe. Agissez en leader. Vous êtes tous des leaders de vos organisations. Donc, vous êtes importants. Vous êtes les capitaines de vos navires. Puis, les gens ont confiance en vous. Puis, baissez jamais les bras. Restez positifs. Puis, quand il y a des tempêtes, dites-leur que vous avez déjà connu des pires que ça. On a besoin de gens qui tiennent le fort et qui, surtout, influencent. Donc, on a besoin maintenant de se regrouper puis d'influencer. On sait où influencer maintenant. Et on doit monter dans un étage supérieur. Puis c'est vrai que tout est en place maintenant. Il reste seulement à s'organiser puis aller de l'avant. Puis, je vous demanderais une chose, c'est parrainer une personne que vous savez qui a besoin d'être... tantôt, on a parlé, j'ai beaucoup aimé la présentation du plaisir et les amis. Vous savez, les deux plus grands facteurs, les plus puissants pour la motivation d'un humain à répéter quelque chose au quotidien, que ce soit les arts, la musique, le sport, c'est le plaisir et les amis. Il y a des gens qui sont seuls. Et quand on vieillit, on est seul. Mais si vous avez cette volonté, puis cette croyance, parrainez une personne. Puis si au Québec, il y a 1 million de personnes qui croient comme nous, puis on est convaincus, on sera 2 millions le lundi matin. Ça va vite, là. Mais si on ne s'implique pas, puis on garde ça pour nous, on est mort. Il faut rester maintenant, il faut s'impliquer, il faut rayonner, embarquer des gens. Vous êtes tous capables de le faire. Mm-hmm. Merci, Pierre. Une société qui se prend en charge pour son avenir. C'est vraiment ça, là, parce que ça implique l'implication de toute une société. Elle se prend en charge dans le sens où elle définit clairement ce qu'elle veut devenir pour être capable d'offrir un meilleur avenir. Puis je pense qu'on est capable de le faire. Merci.
c'est la fin de notre panel. J'espère que c'était intéressant pour vous. J'aimerais qu'on remercie à nouveau en fait les personnes qui étaient présentes avec nous aujourd'hui. Oui, Vincent. J'écoutais le panel, puis je me faisais la réflexion, peut-être que c'est une chose que j'avais apprise quand j'avais étudié en épidémiologie. Bon, d'abord, le mot épidémiologie, avant la COVID, personne n'était capable de prononcer ce mot-là. Maintenant, là, c'est devenu dans le vocabulaire commun, là, l'épidémiologie. Mais une des premières choses qu'on m'avait apprises, c'était la difficulté de la prévention. C'est que ça fait pas mal. Ça fait pas mal avoir un cholestérol un petit peu élevé, avoir un petit peu d'embonpoint, avoir une pression artérielle un peu élevée, être pas suffisamment actif, manger du junk. Tu sais, ça fait pas mal. Et l'être humain, on a parlé tout à l'heure qu'il y a des crises qui ont changé des choses. Bien, c'est ça. Souvent, on attend l'incident dramatique, la crise, ou on attend trop tard. Et c'est un des défis de la prévention. Oui, il y a la question des sous, des budgets, de rallier tout le monde, de rejoindre les populations vulnérables, d'impliquer le communautaire, tout ça. Mais, tu sais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Puis, Ouais. il faut des fois qu'on se secoue comme être humain pour se dire, hey, il faut se réveiller parce que après il sera trop tard puis on sera dans le rouge, comme disait Pierre. Même pour revenir sur ce que disait Pierre, ça fait pas mal, mais ça fait quand même mal parce que quand on est avec une personne qui a une maladie, qui se retrouve à l'urgence et qui attend 10 heures, 12 heures, 14 heures, parce que justement le système, à cause de ces non-maladies-là, est présente et puis doit attendre de son côté son tour. Ça fait mal au bout d'un moment. Et puis, je pense qu'on se rendra compte, en fait, que l'absence de mal, quand le système de maladie aura explosé, là, on va se rendre compte que les inégalités, toutes ces choses-là qui vont arriver, le gouffre social dans lequel on va rentrer, là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Alors, j'aime beaucoup ce que disait Pierre aussi sur le fait que ce soit un momentum, et puis je pense que Vincent l'a dit. Je pense qu'aussi, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées avec des solutions en fait qui sont implantées ici au Québec, des solutions qui sont implantées au Danemark, des solutions qui sont implantées en fait au sein de certaines communautés, puis parfois plus à la hauteur du Québec. Et c'est là où je trouve ça inspirant en fait, c'est que peut-être qu'il faudrait aussi qu'on enlève de notre côté ce petit côté d'absence de communication et puis qu'on se valorise davantage. Tu sais, c'est lequel des intervenants qui disait il faut se manifester, il faut dire hey, on est là. C'est Renée Ouimet qui disait ça. Elle est là, Renée. C'est parce que tu as ton masque, je te voyais pas le visage. Mais elle a dit, il faut se manifester, il faut savoir, il faut dire qu'on existe. Il faut. Tu sais, les Québécois, on est un peu comme ça aussi, des fois. On est bon enfant, Non, exprimons-nous, puis faisons savoir qu'on a des besoins. Puis, tu sais, pendant la pandémie, là, je trouve que ça a vraiment secoué les bases. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que, tu sais, les personnes, les éducateurs, les préposés aux bénéficiaires, les CHSLD, les gens... tu sais, les gens qui font que la société fonctionne, les bénévoles, tout ça, tu sais, on s'est rendu compte à quel point ils étaient importants, tous ces acteurs-là. Et puis, c'est intéressant, quand Julie Saint-Pierre a parlé au début, là, que, avec ce bonheur danois auquel on aspire tous, là, mais que les aînés, c'est l'affaire des municipalités. Elle a parlé de l'importance de l'éducation à la santé. C'est merveilleux, hein? Non, avant que ça fasse mal, justement, puis que l'éducation à la santé. Et puis je trouve que c'est d'autant plus merveilleux qu'on est ensemble 3 jours. J'espère que vous allez rester avec nous pendant les 2 prochaines journées. Qu'aujourd'hui, en fait, on a parlé beaucoup des bases de ce que ça nous prend, en fait, ou de ce qu'on a déjà en matière de santé. Parce que Vincent l'a dit, d'autres personnes l'ont dit, en fait, toute la journée, on l'a déjà. On l'a déjà. On n'est pas obligé de le créer. Il y a des personnes qui viennent nous visiter de l'international pour nous dire « c'est incroyable ce que vous faites », on l'a déjà. Donc comment on l'utilise maintenant, comment on utilise le momentum. Et puis hier, peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient présentes, en fait, les fonds de recherche du Québec ont lancé justement une chaire en santé durable. On avait également en fait Vitam qui était là, et puis tout le monde s'accordait pour dire que le momentum, il est là, il est là. Le sommet, c'est peut-être le sommet de ce momentum-là, mais comment, en fait, au cours des 2 prochains jours, on va se rendre compte qu'il y a une multitude d'activités, de connexions, de relations, en fait, qu'on doit activer dès maintenant pour faire en sorte que ça marche,
qu'à la fin de cette semaine, par exemple, le projet qui va être déposé par le ministre des Finances, plus particulièrement, ils mettent de l'argent en prévention et en promotion de la santé. Que M. Dubé arrive de son côté, en fait, avec un plan santé qui intègre davantage la prévention et la promotion de la santé. C'est ça un peu qu'on devrait avoir comme résultante des jours qu'on est en train de passer ensemble. C'est ça qu'on voudrait. Oui, absolument. Absolument. On a appris aussi que Paul Bernier nous disait qu'il faut rendre les choix moins simples, plus difficilement accessibles. Tu sais, elle a parlé bon, ben que c'est ça, il manque de monde aussi, mais puisqu'il manque de monde, pourquoi ne pas justement se regrouper, puis ce que Vincent disait, d'aller chercher les gens qui sont déjà en place et de s'en faire des alliés, des partenaires, puis des agents multiplicateurs, puis aussi des ambassadeurs. Alors ça, c'est formidable. Marc-Antoine, il nous a dit qu'on on doit préciser ce qu'on entend par bouger plus, parce qu'on ne veut pas mener non plus à l'échec et à l'abandon. On ne veut pas culpabiliser les gens. On ne veut pas de structure rigide. Il n'y a pas de recette unique. Il a parlé des différentes sphères pour intégrer justement l'activité physique dans les loisirs, dans les transports actifs, dans nos activités quotidiennes. Dominique Claveau et Caroline Saint-Louis nous ont parlé qu'on a fait des gains impressionnants, mais quand on regarde ce chiffre qui va nous rester, tout le monde, 1,36 milliard de dollars, les profits des 3 plus grandes compagnies de tabac. On voudrait bien en avoir un petit peu pour et nos ça projets. aussi, je pense que ça va être l'un des plus gros défis, c'est qu'on est dans une société capitaliste aussi. Ouais. Dans une société capitaliste où le milieu de la santé a été intégré ou a intégré ce monde capitaliste-là. Il y a de l'argent à faire en santé. Et Dr Arruda le disait très bien à la fin, c'est un investissement pour le gouvernement, mais il y a des gens qui font de l'argent en fait sur la santé. Comment on arrive justement à revenir sur cette véritable valeur de la santé de la population, où justement les entreprises sont là en fait pour faire en sorte que les gens vivent mieux et plus longtemps, plutôt que de vivre dépendant en fait d'un système. On veut ajouter de la vie aux années, pas juste des années à la vie. Oui, complètement. Tu sais? Complètement. On veut vivre plus vieux, mais en bonne santé. Et donc, on a parlé d'espérance de vie en bonne santé aussi aujourd'hui. Oui. Safietou Sakala nous a parlé que communiquer, c'est échanger, c'est transmettre, c'est partager, mais communiquer, c'est aussi comprendre. Et j'ai aimé parce que ça implique les deux sens. J'ai retenu qu'il ne faut pas parler d'épidémie quand on parle du poids. René nous a parlé de la santé mentale dans toutes les sphères de notre vie, de l'importance de travailler en synergie et que ça voulait dire que pour y arriver, il faut investir un minimum de temps pour apprendre à se connaître, à connaître l'autre, à discuter, à avoir des objectifs communs. Mais je sens qu'on est plusieurs à ramer dans le même sens là aujourd'hui. La barque, ça va bien quand même. Puis je pense que Marie-Lie aussi nous l'a dit, justement avec ta marque préférée. M361, oui. Qu'il y a déjà des groupes qui existent, il y a déjà des synergies qui sont déjà mises en place. Il va falloir qu'on se mette encore plus ensemble pour arriver justement à faire en sorte que la barque, elle rame peut-être un peu plus vite, plus fort, dans la même direction. Oui. Elle disait que ça prend du financement là, pour éviter l'essoufflement. Exactement. Mais je pense que, tu sais quoi, on va pouvoir s'arrêter là. Pourquoi? Parce que si on dit tout aujourd'hui, on n'aura plus rien à dire demain. On n'aura plus rien à redire demain. Non, exactement. Mais donc on va vous laisser a ici. aussi appris, pendant la pause avec Patrick, que les marches de la pyramide de Chichen Itza sont étroites. Exactement. Moi, je ne savais pas ça. C'est vrai, tu as raison. On arrête notre babillage. C'est bientôt l'heure de l'apéro, mais ça, on ne sait plus si on a le droit ou pas, mais ça vous appartient. Et on vous invite à être encore des nôtres demain à compter de 8h30. Exactement. Et demain, ça va être une autre journée complètement différente. Complètement. On m'a dit que j'allais perdre tous mes repères. Et j'aime ça. Ça garde jeune. Ça garde jeune.